Voilà, je pense que nous allons commencer. Merci de votre présence à cette table ronde qui va aborder un sujet que nous estimons évidemment crucial et au cœur des politiques de transformation, réinvestir le temps long et la circularité pour une supply chain durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons des intervenantes et intervenants dont on va avoir la présentation à l'instant. Pour ma part, je suis ravi d'être avec vous, qui plus est dans un amphithéâtre qui s'appelle Havane. Ceux qui savent comprendront. Mon rôle est d'animer cette table ronde, fort de mon expertise, si tant est que j'en ai une, mais en lien avec la dynamique que je porte avec d'autres, dont Yannick Gomez ici présent. Nous avons fondé une société savante de chercheurs interdisciplinaires en économie circulaire, donc dans tout type de programmes de recherche qui peuvent être en lien avec la transformation par l'économie circulaire, qui s'appelle de son petit nom EIFREC, Association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire, qui est ouverte au-delà des chercheurs et qui porte également un congrès annuel. Le premier a eu lieu à Montpellier, le prochain sera à Lille et le troisième en 2026 à Toulouse serait bilingue, ce qui permettrait de probablement faire le plus grand rendez-vous de la réflexion sur toutes les dynamiques, tous les apports de la recherche en matière d'économie circulaire et de transformation. Je vais proposer aux uns et aux autres un premier tour de table pour se présenter. Je vais commencer dans l'ordre de ce que nous sommes et passer d'abord par Camille de Marquilly. Merci Camille. Tiens. Merci. Donc, Camille de Marquilly, groupe Michelin depuis presque 35 ans. Ça va très très vite. J'ai fait 2 ans de production, 10 ans de recherche et développement, 3 ans d'organisation et stratégie et depuis 19 ans de la supply chain dans différentes business units ou régions. Et je suis maintenant à la direction de la supply chain, responsable des équipes de transformation et d'innovation sur les processus supply chain. Donc 19 ans quand même en supply chain et toujours très amoureux de la supply chain, donc tout va bien. Bonjour, enchantée, c'est Cécile Romani. Moi, je suis associée au sein du cabinet Bartel. J'ai en charge le pôle d'expertise supply chain et avant, j'ai passé plus de 20 ans dans la distribution alimentaire, non alimentaire, en tant que directrice supply chain. Bartel, en quelques mots, c'est un cabinet de conseil qui accompagne depuis près de 20 ans les transformations des entreprises vers des modèles plus vertueux et donc entre mon rôle dans le conseil désormais et mon vécu en entreprise, voilà, j'ai une forte conviction, c'est que les directions supply ont un rôle moteur à jouer dans toutes ces transformations positives. Et donc, je suis ravie de participer à cette table ronde aujourd'hui. Bonjour à tous, donc moi c'est Gauthier Delannoy, je suis directeur de l'offre chez l'IRECO, qui est une entreprise de distribution de fournitures de bureaux à destination des entreprises, donc dans le secteur du B2B. Une dizaine d'années chez l'IRECO, un parcours multiple et à peu près 3 ans sur la partie direction de l'offre. Alors nous, les enjeux majeurs, ils sont justement la définition de la stratégie des offres vis-à-vis de nos clients et comment on travaille l'équilibre global de ce qu'on propose à notre clientèle sur la partie justement qualification des produits et s'assurer d'une qualité certaine et d'une empreinte écologique correspondante aux attentes de nos clients, et aussi travailler toute la circularité de nos offres sur un certain nombre d'items sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Yannick Gomez, donc je travaille au sein du CEA. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc c'est un RTO de 20 000 personnes à peu près. On est très impliqué dans la transition énergétique, la transition numérique, donc pas mal d'enjeux technologiques. C'est 20 000 personnes. Et au sein du CEA, on a créé depuis 2020 un institut qui s'appelle l'ISEC, qui est entièrement dédié aux enjeux de l'économie circulaire, avec notamment une mission de contribuer aux enjeux de réindustrialisation, de souveraineté
du pays. Donc c'est un institut qui est fort de 700 personnes, dans lequel on réalise des études. Donc moi, par exemple, je suis chargé d'études Antibes. C'est un projet de recherche qui associe une quinzaine de chercheurs du CEA et qui s'appelle Anticipation des besoins en matière pour les transitions énergétiques et numériques. Voilà. Et en parallèle, j'ai le plaisir aussi de co-diriger un master à l'Université de Montpellier en management de la transition écologique et d'économie circulaire. Et bonjour à tous, moi Vincent Dufremont, depuis 15 ans chez Decathlon, un parcours en informatique en France et en Inde pendant 4 ans, puis directeur d'entrepôt, directeur supply logistique groupe pendant plus de 5 ans, et depuis un peu moins d'1 an, chef de produit sur les ballons de football, d'où la photo. Merci, merci. Donc des parcours, chacun avec sa richesse, mais il y a un sujet dont on a parlé là, Camille, supply chain. Alors toi qui anime, et tu vas nous expliquer ceci, un atelier au sein de l'association France Supply Chain ASLOG, peux-tu nous dire un peu comment on doit comprendre le terme supply chain ? Alors la supply chain, ou en français chaîne d'approvisionnement, regroupe l'ensemble des processus, activités qui permettent à une entreprise de livrer un produit à un client. Alors quand on dit ça, souvent les néophytes voient la logistique, c'est-à-dire des camions qui amènent des produits chez un client, et ça fait partie de la supply chain. Mais pour pouvoir livrer ce produit au client, il faut maîtriser l'ensemble des processus de l'entreprise, de l'achat de matières premières, la fabrication, la distribution via un réseau de distribution, puis la livraison au client. Et pour pouvoir synchroniser, c'est pour ça qu'on parle d'une chaîne à des maillons. Et le travail des gens de la supply chain, c'est de synchroniser l'ensemble de ces maillons, c'est-à-dire les planifier, faire en sorte que leur plan soit cohérent, de manière à ce qu'ensuite l'exécution de cette chaîne logistique se passe pour le mieux. Nous sommes à France Supply Chain, une très belle association qui regroupe des grandes entreprises françaises et des entreprises aussi de taille plus modeste. Il y a environ, je pense, 5000 membres aujourd'hui, avec plusieurs laboratoires, dont un des laboratoires s'appelle Supply Chain for Good, que j'ai la chance de co-animer, et c'est le laboratoire de supply chain durable. Donc c'est là où on met ensemble notre intelligence pour avoir des supply chains moins carbonées. C'est notre combat d'il y a quelques années et encore aujourd'hui, c'est loin d'être fini, mais on se prépare déjà au prochain combat qui est celui de la circularité. Et quand on parle circularité, évidemment, les flux et la planification sont absolument clés. C'est pour ça que la prochaine transformation, pour ne pas dire révolution des supply chains, c'est la circularité. C'est une évidence pour nous et c'est pour ça qu'on y travaille beaucoup. Voilà. Merci Camille, on ne va pas déflorer notre table ronde. Et justement, sur le titre, on a un titre, réinvestir le temps long et la circularité pour une supply chain durable. Comme je ne suis absolument pas l'auteur du titre, je l'adore, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Mais qui souhaite intervenir et commencer à donner sa perception sur le titre de cette table ronde, comment cela peut se traduire? Cécile, Gauthier, Vincent, Yannick, Camille, tu as déjà parlé, mais tu parleras après. N'ayez pas peur. Oui, alors nous, comment ça se concrétise finalement le temps long dans l'organisation chez l'IRECO? On a un distributeur, donc quelque part notre force logistique et le fonctionnement de nos organisations logistiques et supply, elle est historiquement d'avoir été en capacité de proposer la livraison à J+1 à tous nos clients B2B, quelque part, qui était, on va dire, jusqu'à une vingtaine d'années, un des must-have en termes d'organisation et quelque part le must-have différenciateur client sur le marché. Et là, on se pose finalement petit à petit, dans le cadre de nos activités, la question de comment on accompagne les clients sur une démarche un peu plus globale et durable dans ce cadre logistique-là. Ça veut dire quoi finalement? C'est de se dire, le client il a une envie et un besoin qui est peut-être d'avoir sa livraison à J+1, mais aussi d'avoir sa livraison à J+2, J+3 en fonction de la durabilité, de l'empreinte de sa livraison. Et finalement, on travaille sur des modèles où on sort de ces modèles-là, logistiquement parlant, à je vous livre le lendemain en fonction de vos commandes à 18h, à vous avez la possibilité de choisir à quel moment vous allez être livré, et si vous nous laissez la latitude complète de gérer le remplissage de nos camions et de ralentir un peu ce rythme-là, en gros, on va vous livrer peut-être à J+2, peut-être à J+3, mais en tout cas, on fera une démarche qui sera collectivement plus saine pour l'organisation. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc là, moi, je le vois plutôt sous cet
cet angle-là, de rallonger nos temps de distribution pour s'assurer qu'on soit collectivement plus vertueux dans nos schémas de distribution. Peut-être en complément, temps long, Gauthier vient de parler de la distribution vers le client final avec peut-être de la slow delivery. Mais le temps long, c'est aussi le temps que ça va prendre de faire bouger les modèles. Comme ça a été évoqué, la circularité impose de repenser des modèles avec des boucles circulaires plus proches pour pouvoir collecter, diagnostiquer, réparer, remettre en état et remettre dans un cycle de distribution. Et donc, ce qu'on observe chez nos clients, c'est que voilà, on en est au stade de la prise de conscience chez beaucoup et le passage à l'action, il est en cours chez certains et il est en prévision planifié chez d'autres, et c'est des temps qui vont être assez longs puisque on ne bouge pas des modèles établis depuis des années avec plutôt une organisation très mondialisée de la production et de l'approvisionnement. Voilà, c'est pas en claquant du doigt parce qu'on se dit qu'il faut devenir plus durable, circulaire. C'est des choses qui se planifient et qui vont prendre du temps. Moi, je voudrais compléter en rappelant quelques éléments. Moi, j'ai fait une école de commerce avant de faire un doctorat, mais j'ai fait une école de commerce à la fin des années 90, et ce qu'on m'a appris à l'époque, c'était l'optimisation. C'est-à-dire avoir des chaînes de valeur les plus courtes possibles et les suroptimiser. Aujourd'hui, je pense qu'on a changé de monde parce qu'on atteint 7 limites planétaires sur 9, et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus la survie dans un monde où on atteint les limites planétaires et où on est face à des concurrences géopolitiques très très importantes. Un chiffre, par exemple, sur les métaux, l'Europe, c'est 3% de la production mondiale, c'est 23% de la consommation mondiale de métaux. Et ce genre de chiffres, vous pouvez l'avoir dans plein de domaines, dans l'énergie par exemple, pratiquement aucune ressource énergétique en Europe, en tout cas qu'on extrait. On a évidemment des ENR, on a du nucléaire, mais en termes de ressources comme fossiles ou autres, on n'en a pas. Donc on est encore malheureusement dépendant de beaucoup d'importations. Et quand on a ce constat-là, le passage à la circularité, c'est pour moi très clairement le nouvel avantage compétitif. Et c'est donc passer d'une culture de la survie avec une circularité forte qui renforce notre résilience et pas se rendre dépendant de destins qu'on ne maîtrise pas en fait. Chez Decathlon, donc je pense qu'on a autant de supply chain que d'entreprises et de business model. Et dans mes fonctions précédentes, donc de directeur supply group, on a essayé d'optimiser la supply, bien évidemment, de la rendre plus vertueuse, de la rendre plus circulaire. Et donc en travaillant les énergies renouvelables sur nos sites de production, nos sites d'entrepôt, en raccourcissant les transports, en optimisant notre réseau logistique, en utilisant aussi sur les moyens de transport, que ce soit bateau, camion ou autre, des énergies de plus en plus renouvelables. Et l'une des singularités de Decathlon, comme d'autres entreprises, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur. Et chez Decathlon, vous le savez, une très grande majorité, si ce n'est la quasi-exclusivité de notre chiffre d'affaires, vient de nos propres produits, ce qui veut dire qu'on est en responsabilité de la conception de nos produits. Et donc, pour permettre à la chaîne supply composée de toutes les activités évoquées précédemment d'avoir des conditions favorables, on essaie également de garantir que la conception de nos produits permette des chaînes de valeur durables et créatrices de valeur le plus possible. Ça veut dire des produits qui doivent être plus durables dans le temps, c'est-à-dire une longévité, une durée de vie la plus poussée, parce que réduire l'impact matière, l'impact carbone de produits qui durent moins longtemps, ça n'aurait qu'un sens partiel, voire complètement nul. Donc des produits plus durables dans le temps, des produits que l'on peut réparer. Donc, quand on prend les natures de produits aujourd'hui, ça peut paraître évident, mais historiquement, ça n'a pas été le cas. Donc un produit réparable, c'est un produit sur lequel on sait avoir des pièces de rechange, sur lequel on va avoir une capacité à venir prolonger sa durée de vie. Des produits qui doivent être pour tout ou partie recyclables le cas échéant, après avoir vécu, ou en tout cas pour permettre d'avoir plusieurs vies. Et donc on voit ici que ce sujet et la thématique du jour de la supply chain, on est véritablement dans un enjeu d'une chaîne de valeur complète où toutes les fonctions du groupe ont un rôle à jouer. La supply, la log, comme on l'évoque aujourd'hui, mais ça démarre très souvent sur des décisions, des choses qui se passent en amont et qui, du coup, incluent bien l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Pour revenir à la slow logistique, quelques exemples de chez Michelin. On dit souvent que, premièrement, le transport le plus écologique, c'est celui qui n'existe pas. Donc ça, on essaie, et alors ça paraît...
Enfin, c'est une évidence. Mais donc, ça veut dire qu'on veut transporter moins. Et ça nous a amené à segmenter nos clients. Alors, nos clients ultimes, c'est vous. C'est les consommateurs qui un jour vont décider de monter, on espère, un pneu Michelin sur leur voiture plutôt qu'un pneu d'une autre marque. Mais vous allez vous adresser à un réseau de distribution, à des revendeurs de pneus, et nous, nos clients à qui nous facturons nos produits, ce sont ces distributeurs de pneus. On les a segmentés par taille. Et en fait, on a soit des très gros grossistes qui ont des grosses plateformes logistiques eux-mêmes, d'une part, et à l'autre extrême, des tout petits détaillants. Bon, ben pour les très gros grossistes, par exemple, avant, on était organisé, on avait suffisamment d'entrepôts logistiques sur le territoire à peu près autour de la planète, et de camions, et de flux préparés pour les livrer tous les jours. Mais tous les jours, tous nos clients nous commandent pas de quoi remplir un camion. Et donc, ces très gros clients, maintenant, on les livre une fois par mois. Et donc, vous imaginez qu'il y a beaucoup moins de camions sur les routes. Et ces clients, finalement, alors il y a un peu de conduite du changement, mais finalement, ils sont assez contents parce qu'étant livrés une fois par mois, c'est plus facile pour eux de s'organiser. Et ils savent, par contre, que comme on va partir de nos usines, la disponibilité produit sera bien meilleure. Les détaillants intermédiaires, on va les livrer, comme tu l'as dit, Gauthier, nous plutôt une fois par semaine. Si vraiment ils ont une urgence, on pourra les livrer plus fréquemment, mais ça doit être en cas d'urgence. Et les tout petits détaillants, on s'organise toujours pour les livrer une fois par jour. Et en fait, faisant ça, on a nos camions qui sont beaucoup plus remplis. En Europe, on estime qu'on a à peu près 20 à 30% de camions qui roulent à vide, en fait, ou qui sont à 20 à 30% plein de vide. Bon, c'est pas Michelin, c'est oui. De façon générale. C'est l'industrie. Merci. Et donc, nous essayons de contribuer à ce qu'il y ait moins de camions qui soient sur les routes pour en fait, livrer, in fine, le même nombre de produits. Mais ça je trouve, c'est un bon exemple d'une logistique qui se veut plus raisonnée et au juste nécessaire. Et finalement, ça marche assez bien. Et, on a les exemples opérationnels notamment qui viennent d'être rappelés et avec des précisions sur les impacts sur la circularité tels que Vincent les a donnés à l'instant. Donc on comprend que l'un des enjeux va être de ralentir les flux pour construire derrière de nouvelles offres. Donc on va en parler de ces nouvelles offres. Mais je voudrais revenir vers vous. Je sais qui veut prendre la parole, le prendra en premier. Pour qu'on approfondisse sur les freins, sur les leviers, comment on arrive concrètement à désintoxiquer d'une forme d'immédiateté, que ce soit le B2B ou le B2C, le client business ou le client consommateur, et que l'on donc commence à structurer des moyens pour après réussir cette circularité et avoir une supply chain durable. Qui souhaite intervenir en premier sur freins leviers que l'on peut actionner pour transformer cette façon de livrer? Vas-y Yannick. Alors moi, parmi les principaux freins, je dirais que le premier, c'est la perte de connaissance. Je cite un exemple. Il y a quelques mois, la Chine a fait des restrictions d'export sur le gallium et le germanium. Nous, on travaille avec l'État, avec l'OFREMI notamment, l'Office français des ressources minérales. On a fait des stress tests et on a mis quand même un temps fou pour savoir quelles étaient l'utilisation réelle de gallium-germanium dans l'industrie européenne. Et cet exemple, pour moi, il montre que dans ce qui est le cycle de la matière, c'est-à-dire quand on passe de la matière première à des matériaux, à des composants et des systèmes, il y a tout un tas de transformations industrielles. Alors c'est variable suivant la complexité du bien, mais qu'en fait cette connaissance aujourd'hui, elle a parfois été diluée de manière très importante, puisque quand vous avez des chaînes de valeur mondialisées, vous n'avez pas la connaissance de ce qu'ont chacun de vos fournisseurs. Et donc les risques de pénurie pouvant arriver à plusieurs étapes de cette chaîne de la valeur, si vous ne connaissez pas bien l'ensemble de votre chaîne de la valeur, ben vous pouvez vous retrouver de suite avec des risques très très importants. Et en matière de business, en fait, on peut gagner quelques pourcents pendant des années et on peut perdre des dizaines de pourcents en une seule fois.
quand on a un risque de pénurie très important. Et ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Donc pour moi, cette connaissance et cette reprise d'une connaissance complète de la chaîne de la valeur est très importante. Et ça ne se limite pas simplement à la supply chain. C'est par exemple aussi les processus de transformation industrielle. L'industrie, c'est chauffer, refroidir, concasser, broyer. C'est tout un tas de processus qu'il faut optimiser et qu'il faut connaître et qu'il faut vraiment caractériser. La matière aussi, par exemple, on parle de cuivre. Le cuivre, tout le monde sait ce que c'est, mais le cuivre 5N, 6N, avec des niveaux de pureté différents, les alliages composés avec du cuivre, du zinc, donc il y a la matière première, les alliages, donc il y a toute cette complexité qu'il faut avoir bien en tête pour se réapproprier les chaînes de valeur dans leur intégralité. Vas-y, Gauthier. Et pour rebondir sur ce que Yannick dit, nous c'est une vraie contrainte et une vraie grosse problématique de pouvoir qualifier finalement la composition de nos produits et la chaîne de valeur complète, parce qu'en fait à date très peu finalement de fournisseurs sont capables de nous dire la composition intégrale de mon produit avec le sourcing global sur des produits qui sont très composés, d'où ça vient, à quel moment c'est parti, quel est le numéro du lot, comment on organise. Et donc il y a une vraie contrainte autour de la data sur ces sujets-là qui pose des grosses problématiques aux entreprises, hein, clairement, parce que nous, dans une ambition de pouvoir offrir une qualité de service et des produits de plus en plus durables et de plus en plus vertueux à nos clients, bah, on se bloque à ces contraintes-là, parce qu'à date, on n'est pas en capacité de qualifier l'intégralité de nos produits. Et donc, c'est des vraies démarches à intégrer dans les cycles de sourcing et dans les cycles supply global pour s'assurer qu'on puisse contrôler l'intégralité de notre chaîne de valeur. Et quelquefois, croyez-moi, c'est très compliqué. Vincent si je continue d'enfoncer mon propos de tout à l'heure où je disais que c'était vraiment quelque chose d'assez systémique dans l'entreprise, d'assez holistique dans l'entreprise. Donc on a bien les quelques exemples qui ont été pris sur l'optimisation des flux logistiques, la circularité de certains tronçons de notre chaîne supply. Et pour prendre un autre exemple, comme quoi c'est vraiment une réflexion d'entreprise, c'est aussi l'émergence de nouveaux business models. Je vais rester sur l'exemple de Decathlon que je connais, que vous connaissez toutes et tous, j'espère, en tant que client utilisateur. On est l'un des experts mondiaux forcément sur la distribution d'articles de sport neufs sur une chaîne de valeur optimisée depuis plus de 45 ans, mais qui n'est que linéaire. Et si on veut vraiment passer des caps dans l'impact que nous avons sur nos terrains de jeu, on doit aussi faire l'émergence de nouvelles manières de consommer le sport par de la seconde vie qui est certainement la première des pierres, mais aussi par de nouveaux business models de location, d'abonnement qui vont permettre, encore une fois, d'un produit à une manière de le consommer, induire des éléments de circularité et d'optimisation des impacts matière et carbone. Et donc là encore, la chaîne supply, elle est au service d'un business model. Ce n'est pas la supply qui va créer les business models qui répondront à ceux des clients, elle les permettra, ce sera un catalyseur, mais c'est là aussi important en tant qu'entreprise de venir définir les nouvelles expériences, les nouveaux business models sur lesquels la supply ensuite viendra bâtir tous les flux qui sont induits, indispensables pour venir servir l'émergence de ces 2, 3, 10 nouveaux business models, et j'en passe. Voilà, donc encore une fois, plutôt un exemple, et souvent un frein, parce que tu parlais de frein tout à l'heure, c'est aussi cette adéquation, cet alignement au service de nouvelles cibles. Alors peut-être en rebond des exemples qui viennent d'être donnés, ce qu'on observe, c'est que finalement les entreprises qui ont commencé à se mettre en mouvement, elles ont cassé les codes historiques dans le regard qu'elles portent sur leur activité. Les exemples qui viennent d'être donnés, que ce soit côté Lireco ou Decathlon, le montrent bien. S'autoriser à penser différemment, à regarder un cycle et un modèle d'affaires différemment. Et donc, ce qu'on observe, c'est que dans les entreprises qui bougent, il y a 2 éléments déterminants qui ont bougé. C'est le développement de nouvelles compétences, avec de la sensibilisation à la compréhension jusqu'à la maîtrise de ces nouveaux enjeux. Donc, ils sont à la fois des sujets techniques, hein, c'est comment je comprends des nouveaux sujets, de l'analyse de la chaîne de valeur, le sourcing des matières, comment on regarde ces éléments-là. Mais c'est aussi des compétences finalement transverses. Dans nos métiers en supply, on doit vraiment développer aussi ces compétences transverses pour avoir cette capacité à faire bouger la chaîne globale. Donc,
premier levier dans les entreprises qui bougent, qu'on observe, c'est des compétences qui sont au cœur de ces transformations, parce qu'on peut avoir des cabinets comme nous qui accompagnons, mais l'enjeu, c'est que ce soit les équipes en interne qui montent en compétences pour prendre leur destin en main et poser les nouveaux modèles. Et puis le deuxième élément qu'on observe, c'est des nouvelles façons de compter. Alors on parle beaucoup de CSRD avec la double matérialité. Moi, j'étais plutôt sur les aspects KPI. Qu'est-ce qui va être animé au sein des entreprises pour changer les lunettes et changer le regard dans voilà, les indicateurs de performance qui vont être au cœur des animations des entreprises, voire des packages de rémunération des différents acteurs. C'est mettre en œuvre des KPI qui vont valoriser ces éléments liés à la circularité, au meilleur respect de l'impact environnemental. Donc c'est ces deux éléments qui sont représentatifs dans les boîtes qui bougent. Ouais, on rebond à ce que tu viens de dire Cécile et que j'aime beaucoup. Sur la deuxième partie, sur les KPI, si on prend encore l'exemple de ce que j'évoquais juste avant, si on veut rentrer dans ces nouveaux business models, ça sous-tend de nouvelles conceptions de produits, parce que les produits qu'on a conçus hier sont peut-être pas les produits qui vont être ceux qui permettront la seconde vie, la réparation, l'abonnement d'une manière générale. Donc ça sous-tend des coûts de conception sur les produits, donc c'est bien quelque chose que l'on doit décider collectivement. Si on regarde ensuite certains indicateurs supply, par exemple, parce qu'on est ici sur une thématique entre autres de la supply. Hier, dans mes fonctions d'hier, forcément, on était animé sur le taux de disponibilité de rupture, la rotation de stock qui induit une rentabilité forte sur le modèle de l'entreprise. Mais si on bascule demain vers des nouvelles manières de consommer et qu'on prend l'exemple de l'abonnement, de la location, par exemple, le produit qui nous a coûté 100 et que nous vendions hier dans le plus rapidement possible reste en notre possession. Donc on a toujours un actif au bilan qui va générer une valeur qui va être projetée dans le temps. Et donc, la lecture que nous avons de nos indicateurs qui nous font vivre au quotidien, finalement, cette première ligne, cette dernière ligne, cette rentabilité entre les deux, qui se lie différemment, qui va avoir un impact différent à court terme, peut-être négatif d'ailleurs à court terme, parce qu'il est parfois plus simple de vendre tout de suite un produit avec tous les indicateurs sur lesquels nous sommes animés. Et donc, pour là encore permettre de basculer vers les modèles de demain, avec toutes les vertus que l'on connaît, il y a une animation, et c'est pour ça que je rebondissais sur le point de Cécile, différente des KPI, une mesure différente, des lunettes différentes pour apprécier de nouveaux types d'indicateurs. Et l'un des freins majeurs, c'est de savoir faire les deux, et donc savoir, même en temps de tempête, garder le cap de ces transformations qui sont long terme, qui viennent avec des indicateurs notamment économiques, pas toujours tels qu'on les a lus, appréciés, ambitionnés d'une année à l'autre. Et donc voilà, c'est encore un exemple où même quelqu'un qui serait en charge de la partie commerciale, business model, s'il n'est pas accompagné des bons indicateurs par la direction financière, enfin, je ne sais pas qui gère ça dans les différentes entreprises, mais voilà, il y a bien cet alignement, encore une fois, des planètes au sein des différentes entreprises. Juste pour compléter, sachant que dans les entreprises, en général, les différentes fonctions ne travaillent pas suffisamment ensemble. Dans la logique dans laquelle on était plutôt d'autonomie linéaire, chaque fonction a veillé un peu avait son précaré, et il n'y avait pas suffisamment de collaboration. En économie circulaire, il faut vraiment avoir une transversalité des fonctions. C'est-à-dire que les financiers parlent avec les personnes du marketing, avec les personnes des achats, de la R&D, de la production. Ça me paraît vraiment, vraiment essentiel. Ça veut aussi dire repenser tous les systèmes de formation. Donc, par exemple, je vous parlais d'un master en transition écologique et économie circulaire. On a fait le choix d'avoir des étudiants qui viennent de différentes licences. C'est-à-dire qu'on a des géographes, on a des philosophes, on a des chimistes, on a des biologistes, on a des gens qui ont fait du marketing, et on les fait travailler ensemble pendant 2 ans dans l'optique d'avoir un regard 360. Et je pense que si on veut vraiment aller vers la circularité, il faut qu'au sein des entreprises, on fasse travailler ensemble les fonctions avec ce regard 360. Et j'en parlais tout à l'heure, il faut aussi qu'on parle entre entreprises. C'est des coalitions circulaires inter-entreprises qui sont nécessaires pour créer des filières d'économie circulaire intégrées. Poser la question, François Michel, des freins et des leviers pour une supply chain plus raisonnée, quelque chose de plus frugal. Je vais commencer par les freins. Le frein principal, c'est le système. On est tous un peu englués dans un système. C'est le système de l'immédiateté dans lequel la société vit depuis bientôt plus d'une décennie. Quand j'étais plus jeune et que je m'occupais déjà de supply chain, qu'on ne savait pas livrer le jour J ou J+1 un pneu à un de nos détaillants, tant qu'on savait livrer dans moins de 10 jours, il n'y avait pas scandale en fait. Le marché ne criait pas.
aujourd'hui, une journée de retard, les commerçants sont à feu et à sang. Et ça, c'est un système qui s'est créé. Et c'est ça le frein principal. L'opportunité, c'est qu'en fait, et là on a une vraie chance, c'est qu'une supply chain plus raisonnée est souvent quand même un peu moins chère. Hein, je vous citais tout à l'heure le fait qu'on va livrer des clients tous les mois ou toutes les semaines, et qu'une certaine partie tous les jours. En fait, faisant ça, on fait quand même des économies de CO2, évidemment, mais aussi des économies de coûts logistiques. Et si on est prêt à repasser une partie de cette valeur à nos clients, finalement, ils bougent avec nous. Et ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre, enfin, il faut vraiment être dans un esprit où l'intérêt de la planète est au-delà du seul intérêt économique. Et là, on arrive à faire des choses. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur la coalition des entreprises, je crois beaucoup à l'écosystème entre entreprises et avec le législateur, et peut-être aussi demain avec le citoyen. Parce que l'économie circulaire, c'est pour ça qu'elle est difficile à mettre en œuvre, mais c'est aussi pour ça qu'elle est très belle, c'est qu'elle va nécessiter l'alignement de l'industrie, du législateur et du citoyen pour faire des choix qui sont différents. Alors très modestement, encore une fois, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de France Supply Chain. On travaille par exemple beaucoup avec des gens de The Shift Project et des gens de l'IDRI qui nous aident, et on travaille collectivement ensemble à trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Je ne vois pas d'autres issues, mais par contre, ça peut être très puissant, donc je reste assez optimiste. Merci Camille, parce que j'avais noté qu'il faudrait quand même parler de coopération, donc je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Cette importance de la coopération, réinvestir le temps long, c'est aussi réinvestir le temps du dialogue et des échanges avec toutes les parties prenantes, peut-être Cécile ? Oui, alors je vais prendre un exemple. Si on veut réussir à mener ces transformations, on le fera en travaillant ensemble, en mutualisant les forces vives et en faisant ce qu'on appelle de la coopétition, c'est être capable de bosser avec ses concurrents, parce qu'on a plus à gagner pour la planète à faire des choses ensemble. Et j'ai un exemple très concret. On a mené, il n'y a pas très longtemps, une étude avec Paris Good Fashion sur les leviers du transport durable dans la mode et le luxe. D'ailleurs, je crois qu'il y a Agnès B dans la salle qui a participé avec nous. Et en fait, on a fait émerger les leviers que chacun activait dans ses entreprises. Et lors de la restitution, est apparu comme une évidence que si on voulait renforcer la sécurité du transport maritime ou du fret ferroviaire, parce que c'est à cette condition qu'on serait en capacité de transporter des produits dans des modes de transport moins émissifs en termes de CO2, il fallait se mobiliser ensemble. Et donc cette coalition et cette capacité à faire ensemble pour faire bouger les pouvoirs publics, voire les acteurs du fret ferroviaire ou maritime. Voilà, c'est une nécessité et on pourrait citer une multitude d'exemples. Si on veut que les choses bougent, cette notion de coopétition est une réalité. Elle existe dans nos métiers historiquement par le biais de prestataires logistiques et il faut aller un cran plus loin avec les politiques publiques, avec les acteurs privés et publics. Justement, puisqu'on parle de politique publique, à moins que quelqu'un voulait finir sur cette séquence, vas-y Yannick. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec la nécessité d'avoir une approche collective pour une raison simple, c'est que soit on se coordonne au niveau national et au niveau européen, soit on subit. Je prends juste un exemple. La Chine, produit chaque année à peu près 900 millions de tonnes d'acier. Et récemment, ils ont une demande intérieure qui baisse, donc ils ont massivement exporté. Ils exportent 900 millions de tonnes d'acier. On peut se dire 100 millions, 900 versus 900 millions, c'est pas beaucoup. Sauf que 100 millions de tonnes, c'est les 2/3 de la capacité de production européenne. Donc le marché est en train de souffrir très très grandement. Et donc en fait, à chaque fois que la Chine, par exemple, a des soubresauts, et on le voit sur l'acier, on peut le voir sur les batteries, on peut le voir sur les cathodes de batteries, donc il y a plein d'enjeux avec des soubresauts, des surcapacités industrielles, on peut largement souffrir parce que ça déstabilise tous nos modèles d'affaires. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et on voit bien que ce n'est pas à l'échelle simplement d'une entreprise qu'on peut la régler, mais qu'il faut la régler à un niveau supra-entreprise, et y compris au niveau étatique, au niveau de la Commission européenne. Et ça veut dire aussi qu'on a l'obligation de protéger certains acteurs de nos chaînes de valeur. Je pense par exemple à des fonderies
à tout ce qui permet de transformer ce fameux cycle de la matière. Si vous manquez des briques sur le sol européen, on est complètement dépendant à un moment de chocs externes. Et donc, on est vraiment dans cette obligation d'avoir une vision entre entreprises pour se dire que, par exemple, le plan de charge d'une fonderie, peut-être que c'est plusieurs grands groupes qui vont devoir l'assumer dans la durée. Et pour moi, c'est ça, réinvestir le temps long et la circularité, c'est d'avoir cette approche un peu plus pilotée, un peu plus stratégique entre acteurs industriels et avec également la puissance publique qui a un rôle de plus en plus important à jouer. Si, Vincent, je veux juste peut-être introduire aussi une autre notion sur laquelle je pense que tu vas rebondir. On sent dans ce que tu viens de dire, Yannick, quand même que l'un des enjeux de réinvestir le temps long, la circularité, une supply chain durable, l'un des enjeux est déjà de ne pas défaire ce qui est sur le continent européen, mais très probablement, c'est aussi être en capacité de rebâtir des modèles industriels ou proches de l'industrie implantés sur le continent européen et qui peuvent répondre à ces enjeux de circularité, qui peuvent donc être les lignes de conduite, d'être la transformation et évidemment permettre des supply chains plus durables parce que probablement avec des circuits beaucoup plus courts et beaucoup moins émetteurs de CO2, d'impacts environnementaux, etc. Donc voilà, je complète un peu, je ne sais pas Vincent sur quoi tu voulais rebondir, mais je te rajoute ça. Sur quelque chose de beaucoup moins intelligent, c'était plus parce que depuis tout à l'heure on était sur ralentir les flux à destination du client ou les camions ou les bateaux et Cécile le disait tout à l'heure, c'est ça bien sûr, mais surtout pas que ça. Le temps long est évoqué ici, c'est parce que des fois il est question de devoir faire des transformations sur un temps très long. Quand on parle d'industrie, ça va de pair, mais c'est par exemple aller optimiser votre réseau d'entrepôts parce que si vous réduisez le nombre de points, il y a de fortes à parier que vous allez optimiser le cas échéant les kilomètres parcourus. C'est venir faire évoluer votre panel fournisseur pour venir les mettre au plus proche de là où les biens seront assemblés, transformés, consommés. Donc c'est toutes ces décisions au service de la durabilité et de la circularité qui, en général, vont de pair avec un temps très long. Et donc, voilà, je voulais juste le repréciser parce que ça a été dit à un moment donné, mais comme les quelques exemples fléchés sur la vitesse de transport, quel qu'il soit, c'était juste pour recompléter ce point-ci. C'est exactement ça, c'est sur les deux temps et on allait justement venir sur ce deuxième temps long, celui qui est de la transformation. Camille, Cécile viennent notamment d'alerter sur ce point, sur probablement les décisions politiques publiques vont amener à demander une autre approche dans les modèles de production-consommation, de sortir d'une addiction aux matières premières, comme nous avons eu l'empreinte carbone, on aura peut-être le sujet de l'empreinte matière. Rappelons rapidement, l'empreinte matière, c'est ce sac à dos que nous portons lorsque nous achetons dans notre consommation. 200 grammes de smartphone, c'est 200 kilos de matières premières nécessaires pour réaliser un seul smartphone. Yannick, tu disais tout à l'heure, sur la voiture thermique, c'est x7, et sur la voiture électrique, fois je ne sais pas combien. Voilà, fois plus de ressources minérales. Ouais, voilà, donc il faut beaucoup manipuler en dehors de notre continent de la matière première. Pour la planète, ça n'est plus supportable. Je donne quand même quelques chiffres, 100 milliards de tonnes par an sont prélevés par l'humanité quand on estime que son cycle de régénératif serait autour de 50 milliards. Donc on consomme 2 fois plus que ce que la planète en elle-même est capable de régénérer. Pour ce qui est des Français, 20 tonnes par an et par personne, quand les scientifiques nous demandent d'atteindre les 5-6 tonnes et quand l'ADEME recommande déjà de se donner un objectif de 10 tonnes. Donc de diviser par 2 d'ici 25 ans ce sac à dos matière que nous portons les uns et les autres. Donc ma question, ou plutôt l'introduction du débat, ce temps long, et je rebondis sur ce que tu as dit Vincent, c'est aussi anticiper ce que l'on ne peut pas ignorer, ce qu'il ne faut plus croire comme n'étant pas un sujet qui va nous impacter, bien au contraire, notre relation à la matière, notre relation à la consommation de la matière. Comment vous voyez ceci ? Et surtout, on est sur la supply chain, est-ce que finalement, ce n'est pas la colonne vertébrale, l'architecture sur laquelle doivent se construire ces politiques publiques, politiques d'entreprise, et en réponse, aux politiques publiques qui pourraient nous être imposées ou, comme a dit Yannick, entre autres tout à l'heure, les contraintes que d'autres nous imposeront d'un point de vue géopolitique. Qui veut rebondir sur le rôle de la supply chain
par rapport à repenser complètement dans une sorte de toile d'araignée autour de l'objet, autour de la matière, pour la maintenir, pour la valoriser et sortir de cette addiction de matière. Vas-y, Gauthier. Alors concrètement, et Vincent en parlait tout à l'heure, sur la partie réemploi, nous c'est des éléments qu'on travaille justement sur l'angle durabilité des produits. Ça veut dire il faut qu'on sorte de ce cycle de recréation permanente de tous les produits et d'allonger au maximum la durée de vie des produits. Et donc clairement on travaille beaucoup nous sous l'angle comment on peut proposer aux clients du mobilier par exemple réemployé, du tech réemployé, pour éviter justement que les empreintes matières globales soient trop fortes. Et donc on a tout un ensemble d'offres qu'on met à disposition des clients, notamment par exemple dernièrement on a travaillé avec les Jeux Olympiques, on a eu un gros partenariat avec un modèle locatif où on leur a proposé pendant la durée des Jeux tous les produits de mobilier à destination des villages athlètes sur 170 sites, avec un engagement, c'était de reprendre ces produits-là pour pas qu'ils finissent à la benne ou jeter n'importe comment et leur redonner une seconde vie sur le marché, qui est finalement un gros enjeu d'un point de vue logistique parce que finalement il faut organiser toute la supply autour de ça et s'assurer qu'il n'y ait pas trop de déplacements, comme pouvait dire Camille tout à l'heure, mais aussi de prescrire ça vis-à-vis des clients. Ça veut dire changer les usages et les habitudes de notre clientèle pour qu'elle s'autorise à acheter du mobilier qui, comme une table ici, soit finalement suffisamment qualitatif parce qu'en fait un mobilier de réemploi c'est largement plus qualitatif ou autant qualitatif qu'un mobilier neuf, mais s'autoriser à shifter un peu la pensée sur ce genre de sujet-là en se disant tiens, plutôt que d'acheter du neuf et de réutiliser de la matière qui avait déjà été et réutiliser cette matière-là, autant reprendre un mobilier qui est en même état et ne pas re-rentrer dans un cycle de fabrication end-to-end, grosso modo. Et donc on travaille, nous, toutes nos offres un peu sous cet angle-là, avec des problématiques de reprise, de réemploi, d'accompagnement avec nos clients pour justement ancrer ça dans leur esprit et s'assurer qu'ils puissent avoir cette solution-là plutôt que d'aller vers le neuf. Vas-y, Yannick ou Vincent ou Cécile. Sur cet enjeu empreinte matière, toi et moi, on connaît bien. Je vais peut-être parler d'un sujet qui est la transition énergétique, parce que là, l'empreinte matière, c'est majeur. En ce moment, la France, par exemple, utilise 1600 TWh d'énergie chaque année, et l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est de passer à 900 TWh. Donc déjà 40% de sobriété d'ici 2050 à opérer. Donc ça, c'est un vrai levier dont il faut tenir compte. Et surtout, l'objectif, c'est de se passer complètement des énergies fossiles d'ici 2050, si on veut respecter l'accord de Paris à 1,5 degré. Et quand on analyse cette transition à opérer en 26 ans sous l'angle de la matière, les modifications sont considérables. Ça veut dire beaucoup moins de ressources fossiles importées et par contre, effectivement, plus de ressources minérales, du lithium, du cobalt, du cuivre. Donc il y a une transformation à faire. Et cette transformation, c'est une transformation industrielle majeure à l'échelle du pays qui associe énormément d'acteurs avec des risques aussi et des enjeux de concurrence des usages. Je pense par exemple le cuivre, vous en avez besoin pour faire pour les systèmes énergétiques, pour la transition numérique, pour le transport ferroviaire, pour les voitures, pour les batteries de recharge et pour les bornes d'alimentation. Donc vous avez des risques réels de concurrence des usages. Donc en fait, il y a l'action de chaque entreprise, et il y a la coordination globale de chaque entreprise avec l'État, avec la planification écologique aussi. Et je pense qu'en ce moment, s'il y a un endroit qui est stratégique, c'est le secrétariat général à la planification écologique au niveau de l'État, qui devrait être un endroit très très important en ce moment, parce qu'on doit mener une transition rapide parce qu'on est rattrapé par nos fameuses limites planétaires. Et l'enjeu matière, l'enjeu carbone, l'enjeu biodiversité, l'enjeu eau sont intimement liés, en fait. Et donc, il y a un besoin évident de planification et aussi de coordonner l'écosystème industriel pour le réussir. Et ça, je pense que c'est vraiment, sous cet angle-là, réinvestir le temps long qui est l'angle intéressant à avoir. Et donc, cette connaissance, il faut qu'on la partage, qu'on la diffuse et qu'on travaille entre acteurs industriels aussi pour le mettre en œuvre. Camille ?
Oui, on peut parler peut-être du pneumatique poids lourd parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur la circularité, sa puissance et aussi ses freins. Alors, si vous ne le savez pas, les pneumatiques poids lourds Michelin sont rechapables. Ça veut dire qu'une fois que la bande de roulement a été usée, on peut en recoller une nouvelle dessus. Recoller, c'est pas tout à fait de la colle, hein, mais bon, on peut en remettre et le pneu repart pour une vie. En fait, on sait faire avec un pneu Michelin poids lourd 4 vies. On l'use une première fois, on peut le recreuser, on peut le rechaper et on peut le recreuser. Donc on peut faire plusieurs centaines de milliers de kilomètres avec un pneu poids lourd. Pour arriver à faire ça, bien sûr, il y a de l'éco-conception. Il faut être capable, c'est pas n'importe quel produit qui sait faire ce nombre de kilomètres et qui sait être rechappé. Et ça, c'est quand même intéressant, parce qu'un pneu poids lourd qui fait 60 kg, quand il est usé, plutôt que ça devienne un déchet, recyclé ou pas, on remet une dizaine de kilos et il est reparti pour de nombreux kilomètres. En plus de ça, nous proposons une offre de service aux flottes de transporteurs. En fait, on leur vend de l'usage, on leur vend du pneu au kilomètre. Donc c'est nous qui gérons le poste pneumatique des transporteurs qui adhèrent à cette offre. Et donc nous sommes d'autant plus motivés, bien sûr, pour entretenir les pneus au mieux. Nous formons les chauffeurs pour qu'il y ait des actes de conduite qui usent le moins possible. Nous formons les chauffeurs, nous surveillons les produits, nous les recreusons et nous les rechappons. Et là, tout le monde y trouve son compte. La difficulté, c'est que la supply chain de ça, c'est pas facile. Et il y a quelques années, ce business model a failli mourir parce qu'en termes de coût logistique, il n'était pas du tout frugal. Puisque les carcasses des pneus usés, il fallait aller les récupérer, les ramener dans nos usines de rechappage. C'était une supply chain circulaire qui était plus chère, en fait, qu'un pneu chinois reposant sur une supply chain linéaire au bout du monde, mais très optimisée. Donc, réparer un pneu en Europe, en remettant qu'une dizaine de kilos, était plus cher que de faire venir un pneu entier du bout du monde. Et donc, on a beaucoup travaillé sur notre supply chain pour introduire ce qu'on appelle aujourd'hui de la multilocalité. On ne connaissait pas ce nom à l'époque, une supply chain multilocale. Mais donc, on s'est organisé pour que nous soyons en mesure de réparer, de rechapper, d'entretenir des pneus proches de leur lieu d'utilisation, avec des partenaires. On revient sur l'écosystème. Et là, le système a repris vie, en fait. Donc, il est extrêmement frugal et il est redevenu rentable. Donc, il y a des freins, mais il y a aussi des solutions. Un temps long pour transformer. Cécile, oui. Oui, peut-être en complément. Moi, d'abord, François Michel, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit, super, on parle de l'empreinte matière et pas simplement l'empreinte carbone. Et je trouve que c'est une belle avancée. Et voilà, c'est probablement le chemin qui est devant nous. Parce qu'en l'occurrence, même si on a fait des belles avancées grâce au regard qu'on porte sur l'empreinte carbone, en fait, parfois, quand on n'a pas la conscience de l'ensemble de l'empreinte environnementale qui est celle d'une chaîne de valeur, de la fabrication du produit jusqu'à sa mise à disposition dans les mains du client, en fait, on peut prendre des décisions qui, sur une vision, avec un bout de la vision de la chaîne, paraissent bonnes, mais qui, en fait, ne sont pas bonnes parce que des impacts, ça a été cité par Yannick, la biodiversité, l'eau, voilà. Donc, c'est une très belle avancée que de pouvoir commencer à parler de plus en plus de l'empreinte matière. Et la bonne nouvelle, c'est que, même s'il y a encore énormément à faire, mais nous, dans les différentes entreprises qu'on accompagne, on entend, d'abord, on accompagne ces sujets-là avec des ACV notamment, mais de plus en plus d'entreprises sont en train de passer de l'étape de j'ai conscience à je passe à l'action sur le fait de s'outiller pour être en capacité d'avoir cette lecture globale et donc d'éclairer les prises de décision qui sont les leurs pour faire des choix plus ou moins drastiques, mais pour faire bouger les modèles. Et on en a eu quelques illustrations à l'instant. Alors, on parle de réinvestir le temps long et la circularité pour une supply chain, mais nous n'avions qu'une heure, il reste 10 minutes avant de proposer quelques échanges avec le public. Peut-être des compléments que nous n'avons pas pu présenter dans ces quelques tours de table. Yannick, peut-être une annonce, hein. Je le sais. Hein.
Non, enfin, je voulais simplement dire, nous, on a une mission au niveau de l'État. Le CEA a globalement une mission qui est d'accompagner l'industrie française, en fait, et d'accélérer la réindustrialisation aussi du pays. Et donc, avec cet institut d'économie circulaire, on s'est coalisé avec le club circulaire, les équipes de Raphaël Masvinier, et on propose une coalition industrie circulaire. Donc notre objectif, c'est de rassembler 12-15 industriels, grands groupes, pour pouvoir avancer sur les enjeux de l'industrie circulaire. Voilà, donc on a déjà plusieurs grands groupes qui ont rejoint cette coalition. D'ici la fin de l'année, on souhaite avoir... Les petits groupes, ils ont le droit de venir aussi? Alors, on pense qu'il faut soit des grands groupes, soit ou plutôt des fédérations qui pourraient porter justement des... Mais après, c'est vrai que dans les discussions qu'il peut y avoir, c'est quand même intéressant d'avoir des tailles de discussion un petit peu homogènes, mais des fédérations d'acteurs, on en a 2-3 qui sont contactés, qui sont très intéressés. Ça pourrait être vraiment pertinent. On aura plus d'informations, comment on fait? Yannick Gomez sur LinkedIn? À ProDurable, soit sur le stand de Circulaire, soit au pavillon recherche, au stand du CEA, et on vous donnera toutes les informations sur cette coalition industrielle. C'est l'annonce du jour. Voilà. Vincent, je trouve que tu n'as pas assez parlé du ballon. Fan de foot que je suis, comme toi. J'ai bien aimé, du coup ça fait un rebond. C'est vrai que j'avais prévu de parler d'un projet du ballon qui me tient forcément à cœur désormais, mais ça va un peu dans la veine de ce qu'évoquait Camille juste avant. Si on prend l'exemple du ballon de foot, l'envie qu'on a aujourd'hui, une opportunité, c'est que Decathlon ne touche pas du tout le marché du club. C'est-à-dire que le club aujourd'hui, quand bien même on est partenaire officiel de l'UEFA, de la Ligue de foot professionnelle, on est complètement absent des clubs. Le pourquoi, c'est notre organisation historique tournée vers le B2C, le client final, et pas vers des organisations B2B, a fortiori très locales comme les clubs amateurs. Et donc l'une des manières de les toucher, c'est de pouvoir lancer au printemps prochain la première offre d'abonnement de ballon. Et cet abonnement de ballon, c'est intéressant parce que qui dit abonnement dit un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une meilleure conception pour des ballons de meilleure qualité, parce qu'il faut qu'ils durent plus longtemps, des ballons qui soient réparables, des ballons qui soient recyclables, parce que c'est bien beau de mettre des ballons en abonnement, si quand on les récupère dans le cadre du service de l'abonnement, on a des déchets dont on ne sait quoi faire, parce qu'aujourd'hui la triste réalité des ballons de foot, c'est qu'on ne peut rien faire d'un ballon de foot. Ce sont des consommables qui ne sont pas réemployables, pas réparables ni réemployables. Et donc, une des opportunités de ce type de business model, c'est de permettre à tout à chacun d'avoir un ballon de meilleure qualité. Un peu comme le leasing l'a permis dans le monde de l'automobile, à avoir des biens de meilleure qualité. Donc, c'est ce que l'on va faire avec les ballons. Et quand on pose ça en entrée, cette volonté d'y aller dès le mois d'avril, ça sous-tend quelques problématiques. Donc, il faut qu'on aille au bout de notre nouvelle conception, de nouveaux matériaux qui permettent ce que je disais juste avant, mais aussi d'avoir ces filières. Ça a été un des points évoqués tout à l'heure. Et on voit bien là encore une problématique un peu global, et donc des filières, parce que savoir-faire sur un sol proche de là où on va proposer cette offre en France dès le printemps prochain, parce qu'il n'est pas question de renvoyer les ballons là où ils sont produits très loin de nous. Et donc il y a toute une problématique systémique qu'on est en train d'avancer pour pouvoir aller faire un peu du Michelin avec des ballons Decathlon, parce qu'on mentirait à dire qu'on n'a pas été inspiré par l'histoire du pneu de Michelin qu'on a tous entendu, et donc de pouvoir à 1 € par mois promettre des durées de vie illimitées à nos ballons pour nos filles et nos garçons dans les clubs de foot. T'as encore une histoire de caoutchouc, alors. Voilà, oui. Et oui, alors, effectivement, parce que Michelin, et on en discutait avec Camille, c'est 300% de productivité sur le pneu. Hein. En allongeant, comme tu as expliqué, vous utilisez 3 fois plus, il y a 3 fois plus de kilomètres pour le même poids de matière mobilisée. Donc on répond d'une certaine manière à cet enjeu empreinte matière pour effondrer le besoin de matière tout en continuant à répondre à l'attente du client. C'est des chiffres assez notables, mais tout ceci a nécessité, comme tu l'as dit, un basculement de votre modèle, et il y a eu d'abord une solidité. Hein, quand ça a été difficile, le groupe a continué, et se donner du temps long, et la supply chain étant la clé de réussite ou d'échec. Effectivement, le dialogue avec Michelin peut être très intéressant, cher Vincent. Et le dialogue avec le public encore plus. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois vous amener le micro, mais ça ne me dérange absolument pas. Allez-y, vous venez vers moi. Ou si vous pouvez descendre, ça me facilitera aussi le travail. Ah ben, il y a des micros, allez-y. On vous entend pas.
On a beaucoup parlé de seconde main, on a parlé de recyclage, on a parlé même de 2, voire même peut-être 10 business models différents en économie circulaire chez Decathlon. Comment justement vous avez pris le temps de savoir lequel marche, lequel ne marche pas? Et surtout, comment est-ce que vous communiquez aux clients pour qu'ils comprennent et qu'ils ne se perdent pas dans cet écosystème de différents business models circulaires? Merci pour la question. Alors du coup, ça me permet aussi de préciser, quand je disais 10, c'était parce que je me projetais à votre place et j'imaginais une immensité de business models possibles. Chez Decathlon, on en a moins que ça, mais on pense bien évidemment, je le disais, à la seconde vie, qui paraît simple, mais alors qu'on a créé il y a de longues années des foires pour pouvoir faire de la seconde vie, c'est des choses qui avaient disparu. Donc on s'est lancé là-dedans, ce qui était le plus évident pour nous et le plus simple. On a la location, c'est sur des biens d'investissement, comme on pense bien évidemment au vélo, aux tentes, ou le fait de pouvoir louer son appareillage de sport avec tout le service qui va avec, eh bien, ça permet d'amener un service de qualité aux clients, encore une fois des produits de plus grande qualité avec un impact complètement réduit. L'abonnement qui vient avec des quelques spécificités différentes, mais il n'en a pas beaucoup plus, et pour tout vous dire, on le fait avec beaucoup d'humilité parce que peut-être un élément complément de réponse, c'est qu'on le fait avec une métrique nouvelle, on appelait ça le chiffre d'affaires circulaire, et donc chez Decathlon dorénavant on s'anime sur un chiffre d'affaires classique comme chacune de nos entreprises, mais aussi sur ce chiffre d'affaires circulaire auquel on vient adosser le chiffre d'affaires créé par ces nouveaux business models. Donc on le fait avec beaucoup d'humilité. On n'a surtout pas encore trouvé toutes les clés de réponse, mais il y a quelqu'un dont c'est la responsabilité dans la salle de Decathlon, le business model circulaire de Decathlon, Jonathan, qui pourra répondre avec beaucoup plus de précision que moi. Mais voilà, désolé, j'ai une réponse très, très faiblarde. C'est plutôt à dire qu'on est allé vers ces évidences avec une métrique de la mesure différente et le faire avec beaucoup d'humilité parce qu'on apprend et on s'améliore progressivement. Le chiffre d'affaires circulaire chez Decathlon, il est de combien et il intègre quoi? On est proche des 5% de chiffre d'affaires aujourd'hui sur le total de Decathlon émis par des business circulaires. Et ce qu'on met dedans, business circulaire qui vient alimenter ce chiffre d'affaires. Donc c'est la seconde vie, la location et l'abonnement. Ouais, voilà. J'ai vu d'autres mains se lever et maintenant que j'ai compris qu'il y avait des micros, je ne vais pas me déplacer. Assez longue. Est-ce que vous travaillez avec vos fournisseurs sur finalement la simplification en nombre de matières utilisées dans les produits, parce qu'on parlait de métaux, en fait la variété des métaux utilisés aujourd'hui a complètement explosé. Et donc est-ce que ce retour en arrière, il est, revenir à une sobriété du nombre de matières utilisées, il est réaliste et est-ce qu'il est mis en œuvre? Alors, oui. Oui, effectivement, sur un certain nombre de produits, on les challenge beaucoup sur la composition matière et notamment les produits agrégés d'un certain nombre de matières. C'est des initiatives qu'on est en train de prescrire vis-à-vis de nos fournisseurs avec des assessments produits qui sont un peu particuliers. Ça veut dire on les oblige à nous déclarer sur un certain nombre de produits quelle matière vient d'où, quelle matière vient d'où, quelle matière vient d'où, alors en leur disant voilà en nombre de matières de composés. Alors, on est encore aux prémices, parce que chez nous, c'est 16 000 produits et les fournisseurs, comme je vous disais tout à l'heure, ils ne sont pas tous en capacité à. Mais on assesse le produit et donc on les oblige quelque part un peu par la contrainte à nous rendre des comptes sur ces sujets-là. Et donc en leur disant petit à petit, ces produits-là, dans notre processus de sélection vis-à-vis de nos clients, ils ne rentrent pas. Donc ça veut dire que je ne veux pas les prendre au portefeuille parce que petit à petit, plus tu as de composés et moins ton approvisionnement est vertueux, moins ton produit est durable, moins je vais le prendre. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on assesse ces produits-là et on donne en visibilité à nos clients. Grosso modo, on a des auto-labels qui nous permettent d'aller identifier quels sont les produits les plus éco-responsables et lesquels le sont moins. Et ça représente, on va dire, 33%. Ces labels-là représentent 33% de mon portefeuille produit, 65% des ventes à peu près. Et donc l'idée, c'est, pour revenir sur les débats de temps long, c'est petit à petit de forcer toute la chaîne à travailler leurs composés matières et l'approvisionnement et le fonctionnement sur un modèle un peu plus vertueux. Voilà.
Peut-être en complément, déjà, cette notion de matière première responsable, elle mérite d'être définie dans un certain nombre de cas en intégrant l'origine, la façon dont les usines travaillent, l'emploi pas l'emploi d'enfants, donc l'origine, le respect des règles sociales, et voilà. Donc, définir cette notion de matière première responsable, c'est souvent la première étape dans les entreprises qui passent sur cette dimension-là. Le deuxième élément, c'est que moi, je ne suis pas sûre que dans ce qu'on observe, on ne voit pas forcément beaucoup de réduction du nombre de matières. Par contre, il y a des matières interdites. En fait, il y a des entreprises, notamment dans les univers parfums cosmétiques, où un certain nombre de composants sont devenus interdits parce que pénuriques sur la planète, parce que impactant la santé. Voilà. Et donc, il y a des matières interdites qui sont en train de disparaître. Après, le sujet, il va dépendre des industries, mais l'enjeu va vraiment être de qualifier ce que vous avez dans votre entreprise comme critère pour définir cette notion de responsable. Et après, il y a tout le mouvement de la mise en dynamique de nouvelles filières, de nouveaux panels fournisseurs et le fait de faire bouger les lignes par rapport à des habitudes historiques. Yannick, si tu permets, tu répondras. Mais une dernière question, je fais très attention à l'horaire, je suis désagréable. Et j'ai vu que vous souhaitiez poser une question. Oui. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est très intéressant. Une petite question peut-être pour Vincent et également Camille, puisque vous avez été pionnier de l'économie de la fonctionnalité en France. Ma question était tout simplement, est-ce qu'il y a une demande réelle des consommateurs, surtout au niveau B2C? Est-ce qu'il n'y a pas un frein à ce niveau-là, en dehors de la supply chain? Voilà. Merci. Yannick et après Vincent. Moi, je voulais répondre à la question juste d'avant. Je voulais juste souligner l'importance de l'expertise en caractérisation et la capacité à formuler. Comment on formule, par exemple, les compositions chimiques pour fabriquer du verre, pour fabriquer du ciment, pour fabriquer... Et ça, c'est une expertise qui est essentielle parce que si on veut maîtriser nos chaînes de valeur, il faut qu'on sache quelle est la composition produit. Donc nous, on a énormément de moyens de caractérisation pour ça. On sait par exemple fabriquer aujourd'hui du verre avec des coquilles d'huîtres. Bon, si vous venez au stand, vous verrez comment on fait. Mais ça, c'est une expertise qui est vraiment importante. Et là, cette recherche de souveraineté, ça passe aussi par cette expertise-là. Merci pour la question excellente et ça fait partie des... Notre aussi était excellente. Ouais, mais j'y répondais pas. Des éléments pivots de ces manières de consommer. Aujourd'hui, sur nous, notre perception, je vais le répondre en 2 temps. Chacun est convaincu que c'est la manière de faire et donc de consommer avec l'économie de la fonctionnalité, c'est quelque chose de beaucoup plus vertueux. Je pense que tout le monde aujourd'hui est convaincu de ça. En revanche, et les temps tendent à le rendre de plus en plus important, ce second point, c'est de le faire tout en ayant une accessibilité prix qui soit également au rendez-vous. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que si on n'a que les promesses d'une économie de la fonctionnalité au détriment d'un tarif qui soit ce que le client est en capacité de mettre, et dans des temps qui sont de plus en plus difficiles, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne bascule pas suffisamment dans ce monde de l'abonnement, de la location, de l'économie du partage. Et donc, il faut vraiment réussir à trouver, et c'est pour ça que tout à l'heure aussi j'évoquais peut-être 10 business models, c'est que les réponses vont être différentes en fonction des différentes natures de produits. Si je prends l'exemple du vélo, la chaîne de valeur du vélo pour rentrer dans l'économie du partage, de la location, de l'abonnement, peu importe, elle est complètement différente de celle que l'on prévoit de faire sur le ballon, qui est complètement différente de celle que l'on fait sur des équipements pour les tentes, par exemple, parce qu'il va y avoir des aspects de contrôle, de régulation qui vont être complètement différents. Et donc, pour répondre à la question, oui, nos clients, que ce soit en France ou partout dans le monde, sont friands de ces solutions-ci, mais le facteur accessibilité-prix est un élément devenu incontournable. Et j'ai la même réponse. C'est pour ça que sur la partie économie de la fonctionnalité avec le pneu poids lourd, je vous l'ai dit, ça marche moins bien quand en fait ce n'est pas compétitif. Et ça marche très bien quand c'est compétitif. Et je pense que pour les particuliers, c'est la même chose. Et c'est là où la supply chain a toute sa valeur dans cette aventure. C'est à nous de rendre le modèle compétitif. Et à partir de là, on pourra vraiment monter à l'échelle. Je crois que tant qu'on ne nous jette pas... Je ne vois pas d'autres questions. Allez-y, vous profitez vite. On tient la porte.
c'est une superbe question, là encore. Mais on l'a vraiment, parce que quand on parle, en effet, de tentes, de vélos, d'éléments sur lesquels la sécurité va venir très vite comme étant une promesse sur laquelle les clients viennent aussi parce que c'est Decathlon, c'est-à-dire que Decathlon vient avec une forme de caution de service et sur laquelle on ne peut pas transiger pour des appareils de seconde vie, troisième vie, peu importe. Et donc nous, notre réponse là-dessus, elle est liée à la compétence. C'est pour ça qu'on est en train de bâtir une supply et un réseau logistique remontant qui nous permet de venir concentrer des flux en suffisamment nombre important pour avoir sur ces points de concentration les bonnes compétences, les bonnes certifications et donc les bonnes garanties pour nos clients. Parce que, évidemment, il est question de trouver la bonne maille. On aimerait tous pouvoir le faire dans le magasin le plus proche de nous, sauf que ça requiert des savoir-faire, des matériaux, des choses que l'on ne peut pas garantir dans nos près de 2000 points de vente. Et il n'est pas non plus question de le faire là où on produit nos produits exclusivement, parce qu'on devrait renvoyer nos produits pour garantir ça beaucoup trop loin et ce serait antinomique. Et donc, c'est de trouver ce maillage logistique que l'on regarde non plus que dans une chaîne linéaire vers le client, mais une chaîne linéaire qui doit remonter pour finalement être circulaire et avoir process industriel par process industriel, les bons points, les bonnes régions que l'on vient créer en fonction des différents besoins. Parce que là encore, réparer une combinaison néoprène n'est pas le même savoir-faire qu'un vélo, n'est pas le même savoir-faire qu'une tente. Donc, processus industriel par processus industriel, c'est d'identifier les bonnes mailles, les bonnes régions pour amener ces savoir-faire et les garanties que vous évoquiez. Cécile ? Oui, j'allais dire, en fait, comme vient de le dire Vincent, on rajoute des maillons dans la chaîne historique et on apprend à collecter, on apprend à diagnostiquer, on apprend à réparer et à remettre en service. Donc, on rajoute des maillons. Tout l'enjeu, c'est d'être frugal, c'est d'avoir de la frugalité dans les maillons qu'on rajoute pour que ça ne soit pas trop coûteux sur la chaîne de valeur complète et qu'on reste dans quelque chose qui soit compétitif et qu'on garantisse d'avoir le bon niveau de compétence et d'expertise pour que, de la même façon que quand ça sort d'usine, on a des contrôles qualité, eh bien, on a ce même type d'exigence qualitative une fois que c'est remis en service. Yannick, avant qu'on se fasse éjecter. Juste pour compléter, je pense que déjà cette question, il faut se la poser aussi quand on n'est pas dans des produits recyclés. Par exemple, quand on importe des vêtements ou autre, le côté toxicologique. D'ailleurs, je sais que Decathlon, vous êtes très à cheval là-dessus, et des analyses toxicologiques importantes sur vos produits. Et également, quand c'est des produits qui viennent par exemple du recyclage, nous on a tout un tas de problématiques par exemple autour du cuivre. On nous demande souvent des expertises pour dire si on utilise du cuivre recyclé qui est connu pour sa conductivité, est-ce qu'on peut l'utiliser pour tel ou tel usage? Et là, on retrouve la question du grade de pureté du cuivre. C'est vrai pour tous les métaux et c'est vrai pour un grand nombre de matières premières. Et ça veut dire que toute la chaîne aussi de certification et de contrôle doit s'adapter à l'économie circulaire. Il faut que ça soit beaucoup plus facile de faire certifier des produits reconditionnés, recyclés, réemployés, avec ces enjeux de sécurité et de santé sanitaire aussi. Bon, je poser la question et puis après vous dialoguez à côté. Ouais, il est intégré dans la conception de la supply chain. Donc voilà, je vous remercie. Et la prochaine fois, nous parlerons de l'économie de fonctionnalité sur le cuivre, peut-être. Sortir d'une addiction au cuivre par une économie de la fonctionnalité sur la matière.